Loisirs Sport Québec. Alors, merci de participer à notre activité de mise à jour sur toute la question des mesures gouvernementales qui sont offertes aux entreprises de type OSBL, OBNL, associations, organismes de bienfaisance. Donc, nous avons fait cette activité-là en mai dernier. Ça avait été très populaire et à la suggestion, puis avec la collaboration de Guylaine Dallaire de chez Raymond Chabot Grant Thornton, qui est associé en fiscalité, on a eu la possibilité de faire une présentation encore avec l'équipe de la fiscalité de chez Raymond Chabot Grant Thornton, notre partenaire. Alors, on a François Lecomte, qui est directeur principal en fiscalité. Il y a aussi Pascal Leclerc, qui est associé en fiscalité. La durée de l'activité est d'environ 50 minutes. Il y aura un enregistrement qui sera fait et qui sera disponible par la suite sur le site du Regroupement Loisirs et Sports du Québec. Il y a une présentation aussi. La présentation d'aujourd'hui sera disponible en version PDF sur notre site aussi pour pouvoir s'assurer que vous avez toutes les bonnes notes. Il y aura une période de questions à la fin de l'activité. Et je vous suggère de regarder là, au bas de votre écran, il y a une case Q&A, questions et réponses. Vous pourrez à ce moment-là ajouter des questions directement. Hier, on avait eu beaucoup de questions qui sont arrivées en fin de formation. Donc, moi, je vous suggère de passer directement, dès que vous avez des questions, de les indiquer dans cette boîte de discussion-là, Q&A. Comme ça, nos panélistes pourront se préparer à vos questions et répondre efficacement. Alors, sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à notre rockstar qui est Guylaine Dallaire. Merci toujours de participer avec l'équipe de Raymond Chabot. Toujours un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup, Jean-François, et je tiens aussi à remercier les deux collègues mes deux collègues qui vont vous faire la présentation, évidemment, tout au long de cette pandémie-là qui n'est pas terminée. Il y a beaucoup de mesures fiscales qui ont sorti. Alors, le but, évidemment, cette présentation-là a été faite au mois de mai. Et là, on reprend la même formation, mais évidemment, c'est plus sous le style d'une mise à jour. Comme Jean-François le mentionnait, c'est capté. Mais sachez que quand François et Pascal vont parler, il y a certaines mesures qui n'iront pas dans le détail, mais sachez que la captation du mois de mai qui expliquait toutes les règles de base demeure encore sur le site du regroupement Loisirs et Sports. Donc, vous pourrez y avoir accès si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Et évidemment, il y a la conférence d'aujourd'hui où vous avez la possibilité de poser vos questions. Alors, voilà, je cède la parole à François et à Pascal. Merci. Bonne conférence. Merci, Guylaine. Donc, on va afficher la présentation à l'instant. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, comme Guylaine le mentionnait, on va discuter des mesures, la façon qu'elles ont évolué. La dernière fois qu'on avait donné la conférence, on était rendu à P3, P4. Là, nous avons maintenant jusqu'au mois de décembre de certaines mesures, des nouveaux programmes provinciaux, nouveaux programmes fédéraux depuis cette date-là. Donc, on va faire un bon résumé de la situation en date d'aujourd'hui. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de présenter les principaux programmes qui sont disponibles, revenir un peu sur les critères d'admissibilité, parce qu'afin de comprendre les nouvelles subtilités du programme, c'est bien de reprendre certaines notions. Et on va se garder une dizaine de minutes pour répondre à vos questions à la fin du webinaire. Donc, on reprend un peu le tableau qu'on avait présenté au départ. Le tableau présente une panoplie de mesures qui ont été mises en place par le gouvernement fédéral et provincial. Certaines de ces mesures-là sont terminées, mais on va axer principalement sur les mesures qui sont en bleu dans le tableau, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, c'est les plus importantes et c'est surtout sur lesquelles nous, on a eu beaucoup plus de questions. Et on va s'attarder de façon plus importante là, à la subvention salariale d'urgence du Canada. Donc, je vais passer la parole à François pour cette section-là. Merci beaucoup, Pascal. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler de la subvention salariale d'urgence du Canada. Je vais me concentrer sur cette
cette subvention-là, Pascal va pouvoir parler par la suite de toutes les autres subventions qui sont offertes. Donc, la subvention salariale, donc ça le dit, c'est une subvention qui est basée sur les salaires. Donc, évidemment, au mois de mai, on avait parlé là, des périodes 1 à 3, là, de mars jusqu'à mai. Et le programme est extensionné. Donc, le programme est séparé un petit peu en deux. Là. Les paramètres sont différents pour les périodes 1 à 4 versus toutes les autres périodes de 5 à 10. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va quand même reparler un peu des périodes 1 à 4. On en avait parlé un petit peu au mois de mai, mais là, au mois de mai, on s'est arrêté au mois de mai. Le mois de juin était encore un petit peu nébuleux. Donc, on va quand même l'expliquer. Donc, en résumé de la mesure, là, très rapidement, pour les périodes 1 à 4, c'est une subvention salariale qui est basée sur la rémunération qui est versée. Donc, on peut aller chercher jusqu'à 75 de la rémunération versée à des employés, jusqu'à un maximum de 847 par semaine par employé. Donc, ce qui est important, c'est que c'est une subvention qui est vraiment sur les salaires. Donc, elle ne s'applique pas du tout si vous avez des travailleurs autonomes à qui vous versez des honoraires. Vous ne pouvez pas réclamer une subvention par rapport aux honoraires que vous versez malheureusement à ces travailleurs autonomes-là. C'est uniquement sur les salaires versés à des employés. Donc, pour la période 1 à 4, c'était 4 périodes, c'est toujours des périodes de 4 semaines exactement. Donc, c'est du 15 mars jusqu'au 4 juillet. Et pour se qualifier à l'époque pour cette mesure-là, bien, ça prenait une baisse de revenus d'au moins 30 sauf le mois de mars, qu'on avait 15 étant donné que les mesures avaient commencé le 15 mars. Pour les périodes 5 à 10, on change les paramètres de calcul de la subvention. Donc, on ne parle plus d'un 30 ou de 15 La subvention va être calculée sur la base de 2 taux différents. On peut avoir accès à un taux de base et aussi à un taux complémentaire. Donc, on va additionner ces 2 taux-là. On va voir en détail plus loin là, comment on les calcule, ces taux-là. Donc, c'est vraiment, alors qu'un 1 à 4, c'était 75 maintenant, le pourcentage peut varier. Par exemple, pour les périodes 5 et 6 en juillet-août, on peut aller chercher jusqu'à 85 potentiellement de la rémunération versée, jusqu'à 959 même le montant de 847 a un petit peu changé pour ces 2 périodes-là. Et pour les autres périodes 7 à 10, c'est un pourcentage qui va diminuer là, graduellement en fonction de l'évolution de la pandémie, de la reprise de l'économie. Donc, ce qui est annoncé présentement, c'est les périodes vraiment 5 à 10, donc du 5 juillet jusqu'au 19 décembre. On sait déjà que ça va être prolongé jusqu'en juin 2021, mais pour l'instant, les paramètres s'arrêtent au 19 décembre. Par la suite, d'autres choses vont être annoncées éventuellement en fonction de la reprise potentielle de l'économie. Donc, comme je mentionnais, pour les périodes 5 à 10, dès qu'on subit une baisse de revenus, on va avoir droit à une subvention. Évidemment, plus la baisse de revenus est moins grande, moins la subvention va être importante. Mais contrairement aux périodes 1 à 4, je pourrais avoir 10 de baisse de revenus et on pourrait se qualifier là, à la subvention sans problème. Donc, pour avoir droit à la subvention, en premier lieu, il faut regarder est-ce qu'on y a droit là, avant de commencer de faire des calculs, évidemment. C'est un critère de baisse de revenus, donc c'est vraiment une subvention qui est accordée pour les organismes, les sociétés qui ont subi une baisse de revenus. Comme j'ai mentionné, c'était à 15 au mois de mars, 30 en avril, mai, juin. Donc, c'est un minimum qu'il fallait avoir de baisse de revenus, alors que pour les autres mois de juillet jusqu'au mois de décembre, c'est minimum. Dès qu'on a une baisse de revenus quelconque, on va avoir une subvention. Les revenus à considérer, c'est exactement les mêmes qu'au mois de mai. Ça, il n'y a absolument rien qui a changé. Donc, on vous a mis un petit résumé des périodes d'admissibilité. C'est tiré du site de l'Agence de revenus du Canada. Donc, vous pourrez voir, là, vous pourrez faire référence pour les périodes 1 à 4 parce qu'évidemment, les périodes de demande, comme je disais, c'est 4 semaines. Donc, par exemple, du 15 mars au 11 avril pour la période 1, bon, ben, c'est cette période de paie-là qu'on va aller chercher. Mais pour calculer la baisse de revenus, ben, pour cette période-là, c'est le mois de mars. C'est le mois civil de mars 2020, par exemple, comparé à mars 2019. C'est des petits tableaux ici qu'on a mis pour vous permettre de voir les périodes de demande versus le mois de comparaison qu'il faut aller chercher. Et pour les périodes 5 à 10, ben, c'est le même principe. C'est des périodes de demande en fonction de périodes de 4 semaines.
Donc, ce qui est indiqué dans ces tableaux-là, on va les voir un petit peu plus en détail un peu plus loin. Donc, le revenu sur lequel on va calculer une baisse de revenus, ça non plus, il n'y a rien qui a changé. Il y a des choses particulières pour les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance. Mais comme je dis, il n'y a rien qui a changé. Juste attirer votre attention ici, parce que ça c'était là déjà depuis le début du mois de mars, mais un OSBL ou un OBE a le choix ou non d'inclure dans le calcul de ses revenus ce qu'il appelle le financement qu'il reçoit d'un gouvernement, donc que ce soit fédéral, provincial ou municipal. Donc, financement, ça veut dire une subvention. Donc, c'est sûr que si on rend des services ou on vend des biens à un ministère ou un appareil gouvernemental, bien ça, on est obligé d'en tenir compte. Mais si c'est une subvention en bonne et due forme, on peut faire le choix d'en tenir compte ou pas. Et je voulais le mentionner parce que ce choix-là, une fois qu'on a fait le choix de calculer, par exemple, d'enlever les subventions, il faut le faire pour l'ensemble des périodes. Donc, on ne peut pas alterner d'un mois à l'autre, dire je vais les considérer dans un mois, pas les considérer dans l'autre. Ça, pour toutes les périodes de 1 à 10, on suit toujours la même méthode par rapport aux subventions. Toujours au niveau du calcul de la baisse de revenus, pour la méthode de calcul, on a deux paramètres principaux. Donc, un, c'est la période de référence. Donc, qu'est-ce qu'on va comparer pour la baisse de revenus? C'est un revenu, les revenus dans un mois. Donc, on a deux méthodes qu'on peut choisir. Donc, soit si on compare un mois, donc le mois en cours, par exemple, je fais ma demande pour le mois de juillet, donc je vais regarder le mois de juillet 2020 par rapport à mon mois de juillet 2019, donc le même mois de l'année civile précédente, ou je pourrais comparer mon mois de juillet 2020 avec ma moyenne de janvier-février 2020. Donc, on peut prendre une des deux méthodes, puis on prend celle, dans le fond, qui nous convient mieux, qui nous donne un meilleur résultat. C'est la même chose pour la méthode comptable qui est à retenir. Donc, soit qu'on choisit la comptabilité d'exercice, donc en fonction des montants à recevoir, des revenus reportés, ou encore en fonction de la comptabilité de caisse, donc vraiment les montants qui sont encaissés dans le compte de banque. Pour la méthode comptable, exercice versus base de caisse, celle-là doit être choisie et conservée pour l'ensemble du programme. Donc, on ne peut pas alterner entre les périodes 1 à 10, il faut toujours prendre la même méthode. Alors que pour la période de référence, si on avait choisi une période de référence dans des périodes 1 à 4, il fallait prendre toujours la même méthode pour ces 4 périodes-là. Mais à partir de la période 5, on recommence à 0. Donc, pour les périodes 5 à 10, on pourra choisir à nouveau entre comparer le même mois comparatif ou encore avec janvier-février 2020. Donc, ce sera au choix à partir de la période 5, mais une fois qu'on a choisi une des deux méthodes, encore une fois, 5 à 10, il faut continuer pour l'ensemble des périodes 5 à 10. Le ministère a mis en place des présomptions, parfois pour faciliter un petit peu les calculs, faciliter la vie des organismes et des sociétés. Donc, pour les périodes 1 à 4, dès qu'on se qualifiait pour un mois, donc si on avait une baisse de revenus plutôt, par exemple, supérieure à 30 au mois d'avril, automatiquement, on se qualifiait pour le mois de mai. Donc, même si au mois de mai, j'aurais pu avoir une hausse de revenus, si je m'étais qualifié au mois d'avril, automatiquement, au mois suivant, je me qualifiais. C'est toujours juste le mois suivant. Pour les périodes 5 à 10, c'est un petit peu le même principe, mais c'est formulé un peu différemment. Donc, pour les périodes 5 à 10, c'est que quand on regarde dans un mois, par exemple, je regarde pour le mois d'août, ma baisse de revenus, j'ai le choix de choisir mon taux de baisse de revenus que je vais calculer au mois d'août ou celui du mois précédent, donc celui de juillet. Je vais prendre le plus avantageux des deux pour calculer ma baisse de revenus du mois qui est en cours. Donc, comment on calcule la subvention? Bon, période 1 à 4, on en avait déjà parlé au mois de mai, mais juste rapidement. Donc, c'est toujours, pour ces périodes-là, c'est le plus élevé de deux montants, soit 75 de la rémunération qui est versée dans les semaines de la période visée, et avec un maximum de 847 $ par semaine pour un employé. Ou encore, je pourrais aller chercher le plus élevé de deux montants,
entre le moins élevé de ces deux montants-là, soit la rémunération totale versée dans les mois avec un maximum de 847 ou 75 de la rémunération que l'employé touchait avant la crise. Donc, c'est ce qu'on appelle la rémunération de base. Donc, ce que ça nous permet, dans le fond, de faire, c'est que même si on diminuait le revenu d'un employé, ça nous permettait peut-être d'aller chercher 100 de son salaire. On va avoir des petits calculs un peu plus loin. Donc, ça n'a pas changé là, pour les périodes 1 à 4. J'en parle parce que ça se peut qu'on ait à prendre cette méthode-là pour certains employés. On va le voir plus tard, même pour les périodes 5 à 10. Pour les périodes 5 à 10, on l'a séparé en deux parce qu'il y a une petite nuance là, pour les périodes 5 à 7 et les suivantes. Parce que le gouvernement s'ajuste au fur et à mesure. Donc, il avait annoncé des choses au mois de juillet, puis ils ont décidé de changer, rendu à la période 8, là, au mois d'octobre. Donc, pour les périodes 5 à 7, comme je mentionnais tout à l'heure, le taux qu'on peut aller chercher, là, le taux de base pour le taux de rémunération qu'on peut aller chercher de salaire. Donc, il y a deux taux, le taux de base, le taux complémentaire. Le taux de base, ben, lui, c'est simple, c'est la baisse de revenus pour le mois. Ou encore en prenant celui du mois précédent, comme je l'ai mentionné tantôt, si jamais il est plus élevé. Donc, le pourcentage de baisse de revenus du mois multiplié par un coefficient, on va le voir tout à l'heure, donc le pourcentage pourra augmenter ou diminuer selon la période à laquelle on se trouve. Ça, c'est pour le taux de base, donc c'est en fonction vraiment de la baisse de revenus du mois dans lequel on fait le calcul. Pour le taux complémentaire, le taux complémentaire, c'est vraiment pour les situations où ça va vraiment mal. Donc, si on dépasse, on a une baisse de revenus là, de plus de 50 et la façon qu'on va calculer ce 50 %-là, c'est en regardant la moyenne de baisse de revenus des 3 derniers mois. Donc, les 3 mois qui précèdent la demande en cours. Donc, si ça dépasse 50 j'aurai droit au taux complémentaire. Ce taux complémentaire-là ne peut pas dépasser 25 donc, entre 50 et 70 le taux complémentaire va varier là, entre 0 et 25 À partir de 70 de baisse de revenus, peu importe entre 70 et 100 je vais être limité à 25 de taux complémentaire. Donc, une fois que j'ai calculé mon taux de base, mon taux complémentaire, je les additionne. Ça se pourrait que je n'ai pas le droit au taux complémentaire, mais je vais quand même avoir le droit au taux de base. Je les additionne ensemble, ces deux taux-là, et on va multiplier par le salaire de l'employé jusqu'à un maximum de 1 129 par semaine. Pour les périodes 8 à 10, le calcul de la subvention c'est la même, c'est les taux de base plus un taux complémentaire. C'est seulement que le taux complémentaire, c'est le critère à partir duquel on va y avoir droit qui a changé. Donc, au lieu d'aller chercher les 3 mois précédents de moyenne pour le 50 ce qu'on va regarder, c'est la baisse de revenus du mois en cours ou celui du mois précédent. Et donc, si un des deux dépasse 50 j'aurai droit au taux complémentaire. Comme ils ont annoncé ce changement-là au mois d'octobre, le ministère a mis une espèce de règle temporaire pour les périodes 8 à 10. Donc, oui, c'est basé sur le taux de baisse de revenus du mois en cours, mais on pourra aller aussi chercher la méthode des 3 mois si jamais cette méthode-là nous donne un meilleur résultat. Donc, ça va être le meilleur résultat des deux. Donc, mais tout le reste du calcul est identique. On vous a mis ici un aperçu, dans le fond, pour le taux qu'on peut aller chercher, pour le taux de base. Donc, le taux de base, dès qu'on a une baisse de revenus calculée de plus de 50 on est au maximum du taux de base. Donc, comme vous pouvez voir, le maximum du taux de base diminue là, à des périodes 5 à 10. Donc, il passe de 60 à 40 La semaine dernière, ce taux-là était supposé baisser jusqu'à 30 Donc, le ministère a annoncé la semaine dernière que ce serait gelé à 40 d'octobre jusqu'au mois de décembre. Donc, ça, c'est le maximum de taux de base qu'on peut aller chercher. Si notre baisse de revenus est inférieure à 50 à ce moment-là, c'est un calcul mathématique comme on l'a vu précédemment. Donc, ça va être notre pourcentage de baisse de revenus multiplié par un coefficient. Ce coefficient-là change selon les périodes. Donc, par exemple, si on est à 40 de baisse de revenus, je suis en bas de 50, donc il faut que je fasse un calcul. À 40 dans les périodes 5 et 6, ça me donnerait 48 dans période 7, ça me donnerait 40 le coefficient de 1, alors que dans les autres périodes, ça me donnerait un 32 de pourcentage de la rémunération que je pourrais aller chercher. Donc, ça, c'est vraiment pour le taux de base. Ensuite, on vous a mis dans le fond le maximum
subventions qu'on peut aller chercher par semaine pour un employé. Donc, si jamais on peut aller chercher uniquement le taux de base, bien, ce maximum-là va varier puis il diminue là, en fonction de l'avancement des périodes. Donc, il passe de 677 jusqu'à 452. Période 5 à 6, par contre, on pourrait aller chercher 847 $ comme on avait pour les périodes 1 à 4. On va le voir tout de suite après, là, comment on pourrait aller chercher. Si jamais on a le droit à au taux complémentaire, bien, à ce moment-là, on peut aller chercher jusqu'à 950 959 $. Évidemment, ça dépend toujours de la rémunération de l'employé. Donc, entre 959 $, ça va baisser jusqu'à 734 $ par employé par semaine, si on inclut le taux complémentaire au maximum aussi. Donc, pour les périodes 5 et 6, au mois de juillet-août, le ministère a mis ce qu'il appelle une règle refuge. Donc, encore une fois, vu que on était en transition, au mois de juillet, c'était de nouvelles mesures qui étaient annoncées. Donc, pour ces deux périodes-là, juillet-août, une règle spéciale, si jamais notre baisse de revenus était supérieure à 30 %, donc le fameux 30 % des périodes 2 à 4, donc si on était une baisse de revenus en haut de 30 %, bien, on aura le choix à ce moment-là de faire le calcul selon les anciennes règles, donc avec les deux calculs qu'il faut faire, là, avec le 75 % et 847, ou encore avec les nouvelles méthodes de calcul avec le taux de base et le taux complémentaire. Donc, on peut faire les deux calculs et on choisit ce qui nous avantage le plus par employé par semaine. Donc, par exemple, si dans la période 6, j'avais le droit à 40 %, à ce moment-là, à 40 % que je n'aurais pas le droit au taux complémentaire par hypothèse, bien, ça me donnerait une subvention de 542 $ par semaine pour un employé là, qui sera au maximum du montant qu'on peut aller chercher. Alors qu'avec les anciennes règles, bien, comme j'étais à 40 %, j'étais à plus que 30 % je pourrais calculer avec les anciennes règles, mais je pourrais aller chercher 847 $ pour un employé qui est au maximum. Fait que dans ce cas-là, bien, je prendrais les anciennes règles pour faire mon calcul de subvention. Ici, on a laissé des calculs, on les avait mis au mois de mai aussi, donc juste pour illustrer, là, si vous voulez faire référence à comment on fait les calculs. Donc, pour les périodes 1 à 4, si on n'a pas une baisse de revenus de notre employé, l'employé conserve là, le même revenu qu'il y avait en janvier, même dans les périodes de 1 à 4, là, de mars jusqu'en juin. Donc, on remarque là ici qu'à 58 700 de salaire annuel, on va chercher le maximum de subventions. Et au-delà de ça, bien, on va toujours chercher le même montant. On est limité à 847. Puis pour les périodes 1 à 4, bien, je pouvais avoir un phénomène où je baissais le salaire de mon employé pour une raison quelconque à 50 %. Puis là, bien, j'allais chercher quand même 100 % du salaire que je lui avais versé, que je lui verse dans ces périodes 1 à 4. Donc, ça, c'est l'illustration pour les périodes 1 à 4. Et pour la période 7, là, on vous a fait une démonstration aussi d'un calcul avec les paramètres que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc, à partir aussi de 58 700, mais je vais chercher le maximum par employé, là, qui était de 1129 multiplié par le taux de subvention. Ici, ça me donne 452 $ par semaine. Donc, une fois qu'on a décidé qu'on se qualifiait, qu'on fait les calculs, il faut voir c'est quoi la rémunération admissible. Ça n'a pas changé. La rémunération admissible, c'est toujours la même chose. Essentiellement, c'est des salaires plus certains avantages imposables si jamais c'est des montants qui sont versés aux employés comme une allocation, par exemple. Donc, ce n'est pas tous les avantages imposables qui se qualifient. Tout ce qui est non monétaire, dans le fond, ne se qualifiera pas. Ce que je voulais mentionner, comme ça n'a pas changé, mais la petite chose qui a changé, c'est que pour les périodes 1 à 4, si on a un employé qui était sans rémunération pendant au moins 14 jours, mais je n'ai pas le droit d'aller chercher la subvention pour cet employé-là. Donc, par exemple, dans une période de 4 semaines, si j'avais un employé, un nouvel employé qui est arrivé juste dans la dernière semaine, donc pendant 3 semaines, il n'était pas rémunéré dans cette période-là, je ne peux pas aller chercher une subvention, même si je lui ai versé des salaires pour une semaine. Donc, ça, c'était vrai pour les périodes 1 à 4, mais ce critère-là a été abandonné pour les autres périodes, là, 5 à 10. On n'a pas besoin de regarder ce critère-là d'admissibilité pour un employé. Ensuite, pour le calcul de la rémunération de base, ça, c'est le calcul là, qui nous sert dans les périodes 1 à 4 pour comparer là, la rémunération actuelle des périodes 1 à 4 ou encore la rémunération que je versais de janvier jusqu'au 15 mars. Donc, je peux aller chercher
dans mon calcul, je peux aller considérer cette rémunération-là, parce qu'il y a 2 paramètres dans le calcul. Alors que pour les périodes 5 à 10, cette méthode-là est abandonnée, sauf si, évidemment, pour les périodes 5 à 6, avec la règle refuge, je vais calculer en fonction des anciennes règles. Et pour les périodes 7 à 10, cette comparaison-là va être conservée, mais uniquement si j'ai des employés avec lien de dépendance, ce qui est assez rare dans les organismes sans but lucratif, les organismes de bienfaisance. Mais si jamais j'avais un employé qui serait avec lien de dépendance, ça paraît dans des fondations, par exemple, privées, tous les membres du conseil d'administration sont tous des membres de la même famille. Donc, si je rémunérais un de ces administrateurs-là pour un salaire, à ce moment-là, j'aurais un lien de dépendance. Donc, là, à ce moment-là, on est limité jusqu'à un maximum de la rémunération de base qui était versée là, du 1er janvier au 15 mars pour ce type d'employé-là. Je mentionnais, dans le fond, que pour la rémunération de base, la comparaison, c'est du 1er janvier au 15 mars, on fait une moyenne, mais dépendamment de la période, on pourrait aller chercher aussi d'autres semaines de comparaison, là, si jamais c'était plus avantageux, selon les périodes dans lesquelles on fait une réclamation. Pour les employés qui sont en congé avec solde, ça, il y a des nouveautés. Pour les périodes 1 à 4, c'est ce type d'employés-là qui sont en congé avec solde, ou les autres employés. Le calcul de la subvention était identique. Par contre, à partir de la période 5, il y a des règles spéciales pour ces employés-là. Donc, un employé vraiment qu'on continue de verser un salaire, mais qui ne travaille pas du tout pour l'organisme, à ce moment-là, ce type d'employé-là, pour calculer une subvention sur son salaire qui est versé pour lui, pour les périodes 5 à 8, il faudra utiliser l'ancienne méthode là, qui était en vigueur pour les périodes 1 à 4 pour calculer la subvention. Et à partir de la période 9 et suivante, pour un employé comme ça qui ne travaille pas, mais que je continue quand même à rémunérer parce que je veux garder mon lien d'emploi, là, c'est un nouveau calcul qui doit être fait, dépendamment de la rémunération qui lui est versée. En bas de 500 $, je vais être limité au montant que je lui ai versé. Et si je lui verse plus que 500 $ par semaine, je serai limité en fonction du calcul qu'on voit ici, soit entre 500 jusqu'à 573 $. Fait que je ne pourrais pas avoir plus que 573 $ pour ce type d'employé. Toujours pour les employés en congé avec solde, ça n'a pas changé, fait que c'était juste pour vous le mentionner, c'était déjà là au mois de mars. Si jamais vous avez un type d'employé comme ça, pour les cotisations que vous avez versées à l'assurance emploi, RRQ, puis Régime québécois d'assurance parentale, le fédéral va vous verser une subvention qui va être équivalente au montant de cotisation versé pour ce type d'employé-là, encore une fois, qui est en congé avec ça. Donc ça n'a pas changé, ça continue. Et au Québec, on a un peu le même principe, mais c'est pour la cotisation au FSS. Contrairement au fédéral, on va aller chercher en même temps que la subvention salariale, ce montant-là. Alors qu'au Québec, on peut aller chercher la cotisation de FSS soit à la fin de l'année, avec la production des relevés 1, ou encore au fur et à mesure que je fais mes cotisations, je peux ne pas les faire jusqu'à la fin de l'année. Encore une fois, c'est uniquement pour des employés qui sont en congé avec ça. Donc en congé payé. Les payes administrées par un tiers, je vais passer rapidement parce qu'on sait que le regroupement a fait les démarches pour pouvoir tout aller chercher les subventions. En fait, que pour chacun des employeurs pour lesquels le regroupement faisait des payes, puissent aller chercher leurs subventions parce que quand on s'était vu au mois de mai, un employeur qui a des employés, mais que sa paye était préparée par un tiers et que c'est ce tiers-là qui utilisait son propre numéro et qu'en tant qu'employeur, l'organisme n'avait pas de numéro de compte de retenue sur la paye, mais on ne pouvait pas aller chercher la subvention. Le ministère a changé d'idée et finalement permet aux organismes, même s'il n'y avait pas de numéro de retenue à la paye, retenue à la source au 15 mars, de pouvoir aller chercher la subvention, mais en autant que l'organisme s'enregistre, qu'il aille chercher un numéro de paye et un numéro de retenue sur la paye, puis à ce moment-là, le ministère va transférer les retenues qui avaient été effectuées par le tiers dans le nouveau compte et à partir de ce moment-là, l'organisme peut aller chercher la subvention là, à partir du moment où les transferts auront été faits dans le nouveau compte. Pour présenter une demande, il n'y a pas de changement non plus. Je voulais juste vous mentionner que pour l'instant, la date limite pour faire une présentation d'une demande de subvention salariale, c'est le 31 janvier 2021.
mais on s'attend à ce que cette période-là peut-être soit changée, étant donné qu'on sait que le programme va se continuer jusqu'en juin 2021, mais pour l'instant, toutes les modalités n'ont pas été annoncées, fait qu'on a cette date-là qui est encore là pour l'instant. Pour la documentation, c'est important de bien se documenter, bien documenter les calculs, tous les calculs qu'on va faire, parce que le ministère peut faire une vérification. Et d'ailleurs, on a eu des clients là, qui ont reçu des demandes de la part de l'Agence du revenu du Canada. Ces documents-là, ils ont 9 pages. Donc, il y a 9 pages de demandes. On vous a résumé ici en 3 diapositives, vraiment succinctement l'ensemble des demandes que le ministère a fait. Donc, attendez-vous si jamais vous faites une vérification, il faut préparer la documentation. Ça peut être le livre des minutes, balance de vérification, relevé bancaire, les calculs de baisse de revenus, les informations sur les salaires, le journal des salaires, etc. L'attestation RC 661, ça c'est important de la remplir. C'est un formulaire qui est sur le site de l'agence et qu'il faut remplir pour chacune des périodes qu'on fait une demande, qui doit être signé par exemple, soit le contrôleur, le directeur des finances ou encore un administrateur. Donc, c'est important de l'avoir. Donc, il y a plein d'autres aussi, entre autres, si on fait le choix de retirer les subventions gouvernementales, il faut s'attendre à être capable de fournir le calcul qu'on va avoir fait au ministère. Il y a eu des pénalités si jamais on fait une demande qui est frauduleuse. Évidemment, la pénalité ne s'applique pas là, quand on fait des erreurs de bonne foi. Il faut juste savoir que si le ministère se rend compte qu'il y aurait des fraudes ou des renseignements qui sont faux ou trompeurs, à ce moment-là, il peut y avoir une pénalité. Il faut rembourser la subvention plus 25 du montant de la subvention. Et le dernier élément que je voulais vous mentionner, c'est que le ministère, là, dans les dernières semaines, ils ont annoncé que pour les feuillets T4, il y aurait des mesures spéciales. Ça s'adresse à tous les employeurs, donc qu'on ait réclamé ou non la subvention salariale. Donc, sur le T4, il va falloir divulguer certaines informations qu'on ne faisait pas auparavant. Donc, pour 4 périodes spécifiques, là, il y a 4 codes, là, comme on voit. Donc, pour certaines périodes, il faut divulguer le salaire qui est versé dans ces périodes-là aux employés. Donc, ça va être important de s'adapter, d'aller chercher cette information-là pour la préparation des T4. Je cède la parole à Pascal. Merci François pour le compte-rendu sur la subvention salariale. Donc, je vais m'attarder sur les autres programmes dans mon cas et entre autres un petit point sur la subvention salariale de 10 %. Donc, en fait, ce programme-là est terminé depuis le 19 juin 2020. En gros, ce que ça faisait, c'est qu'on était capable de réduire immédiatement nos revenus à la source pour un maximum de 1 375 par employé et 25 000 par employeur. Donc, au courant des programmes, il y a eu certaines difficultés à réclamer cette subvention-là parce que la subvention salariale est arrivée au même moment et dans le fond, qui était beaucoup plus facile à gérer. Et au départ, on avait dit qu'on était obligé, si on était admissible, de la réclamer. Par la suite, on a dit finalement non, on peut faire un choix de venir réclamer un montant moindre et après ça, un montant qui est équivalent à 0. Donc, après le programme, ce qu'il faut remplir, ce qui est important de savoir ici, c'est qu'il faut remplir le formulaire d'auto-identification qui est le PD27. Et ce formulaire-là va venir dire que tous les organismes qui étaient admissibles à la subvention du temporaire de 10 % et qui ont choisi de ne pas la réclamer ou qui ont choisi de réclamer le 10 %, bien, on va venir indiquer le taux et le montant qu'on en a réclamé à la partie D du formulaire. Et c'est avec ça que le ministère va finir par concilier les montants qui ont été versés en vertu d'un programme versus l'autre pour être certain qu'il n'y a pas de double subvention qui a été versée. Donc, c'était le seul point. En ce qui a trait aux autres mesures, une mesure importante qui a été mise en place par le gouvernement fédéral, c'est le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, donc le fameux prêt de 40 000 $. Donc, ce prêt-là était garanti par le gouvernement fédéral et ça, sans intérêt. C'était pour les entreprises OSBL qui avaient payé entre 20 000 et 1,5 million de masse salariale en 2019. Et ensuite, ils sont venus l'amender parce que ça ne visait pas tous les organismes, mais pour ceux qui avaient en bas de 20 000 $ de masse salariale, eux, mais devaient avoir des dépenses opérationnelles qui totalisaient entre 40 000 et 1,5 million. Donc, ça couvrait une bonne partie des organismes.
qui pouvaient réclamer ce prêt-là. Il devait être remboursable au plus tard le 31 décembre 2022. Par contre, on devait respecter le délai. Si on respectait le délai, ça entraînait une radiation du prêt de 25 %. Donc, s'il n'était pas remboursé au 31 décembre 2022, mais dans ce cas-là, on avait le prêt porté intérêt à 5 % était remboursable sur 3 ans. On avait jusqu'au 31 décembre 2020 pour réclamer le prêt. Ce qu'ils sont venus faire par la suite, donc récemment, c'est qu'ils sont venus accorder un nouveau prêt. Donc, il s'ajoute au prêt initial de 40 000 $. Donc, c'est un prêt de 20 000 $. Ce prêt-là, en fait, ce qu'il vient dire, c'est que si on était admissible au prêt de base, on va être automatiquement admissible au prêt subséquent. Mais par contre, il faut fournir une attestation des répercussions de la COVID sur les revenus. Donc, contrairement à la subvention salariale d'urgence où c'est un test mécanique sur les revenus, mais pas nécessairement en lien avec la COVID, l'impact de la COVID. Le prêt ici, le nouveau prêt, il faut clairement démontrer que c'est la COVID qui a affecté nos revenus. Encore une fois, il faut rembourser le tout au plus tard le 31 décembre 2022. Et si on a fait ce geste-là, donc on va avoir une radiation de 50 % du nouveau prêt supplémentaire, donc un autre 10 000. Donc, si on ajoute le total de 20 plus 40, on aurait un prêt de 60 000 et on aurait un 20 000 $ qui serait, dans le fond, une subvention qu'on aurait reçue. Autre mesure populaire, mais qui a été un petit peu plus difficile d'application, c'est l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial. Donc, si on se rappelle, une des dépenses importantes des entreprises, c'est le loyer. Donc, à partir du moment où on n'a plus d'activité, ça reste il y a une dépense qu'on doit assumer. Et c'était l'objet de cette subvention-là. Elle était principalement, on travaillait principalement par les propriétaires d'immeubles, qui, c'est par l'entremise d'eux qu'on pouvait avoir accès à cette subvention-là. Donc, ça fournissait des prêts subventions aux propriétaires d'immeubles. Ces prêts couvraient 50 % des loyers payables d'avril à septembre pour les petites entreprises. Donc, les prêts étaient radiés si le propriétaire acceptait de réduire les loyers d'au moins 75 % en vertu d'un accord de remise de loyer. Donc, à la fin, ce que ça faisait, c'est qu'il réduisait 75 % le loyer, donc assumait en tant que tel 25 % du loyer, le propriétaire. Le gouvernement assumait 50 % du loyer et la petite entreprise, elle, gardait le 25 % du loyer mensuel. Donc, les conditions, c'est le propriétaire d'immeuble qui génère des revenus de location. Il fallait que l'immeuble abrite des petites entreprises. Donc, si on avait ces deux critères-là qui étaient respectés, on pouvait conclure une entente de réduction de loyer qui diminuait de 75 % le loyer de la petite entreprise. Il fallait aussi qu'il y ait un moratoire d'expulsion pour la période d'avril à septembre. Donc, on ne pouvait pas prévoir qu'on allait expulser le locataire parce qu'il ne payait pas. Et il fallait avoir indiqué des revenus de location en 2018 et 2019. Donc, quand on regarde cette mesure-là, la problématique, c'est qu'il fallait que le propriétaire de l'immeuble embarque dans la mesure afin qu'on puisse avoir accès à cette réduction de loyer. Et en pratique, ce n'est pas tous les propriétaires d'immeubles qui ont voulu embarquer dans cette mesure-là. Donc, les petites entreprises qui étaient touchées, c'est ceux qui ne versaient pas plus que 50 000 $ de loyer brut mensuel par emplacement. Ils ne devaient pas générer plus que 20 millions de revenus bruts annuels au niveau consolidé et avaient soit cessé temporairement leur activité ou avaient une diminution d'au moins 70 % de leurs revenus par rapport aux revenus d'avant la pandémie. Donc, c'était les tests qui étaient vraiment importants de respecter. Donc, la baisse de revenus, comment on la calculait, c'est un peu sur le même principe que la subvention salariale d'urgence, sauf que ce n'était pas un choix ici. Donc, si tu n'étais pas en existence pour les mois d'avril à juin 2019, tu pouvais prendre la moyenne de janvier et de février comme base de comparaison. Et après ça, par la suite, ils sont venus mentionner que pour juillet, août et septembre, qui était la deuxième phase de cette mesure-là, bien, si tu t'étais qualifié automatiquement en avril, mai, juin, tu étais réputé automatiquement de qualifié. Donc, tu n'avais pas besoin de recontacter nécessairement ton propriétaire pour pouvoir être, dans le fond, de te qualifier. Les revenus sont calculés sur la même base comptable qu'annuelle et c'était les mêmes règles pour la subvention salariale en termes de revenus pour les OSBL, en termes des revenus de source gouvernementale.
Donc, le fonctionnement, c'est que les propriétaires devaient demander de faire une demande pour les 3 mois. Ils devaient montrer qu'ils étaient en fait admissibles. Et comme mentionné, le propriétaire assumait 25 des loyers, la subvention couvrait 50 et le propriétaire de l'entreprise couvrait, lui, 25 Le Québec, lui, a mentionné que pour la partie du propriétaire, bien, il assumait, lui, une partie qui était 50 de cette dépense-là. Donc, finalement, le propriétaire assumait seulement 12,5 du loyer. Donc, le 9 octobre, on est venu modifier un peu cette mesure-là et on a créé ce qu'on appelle la subvention d'urgence du Canada pour le loyer commercial. Donc, dans le fond, ce que ça vient faire, c'est que ça va fournir un soutien au loyer et à l'hypothèque simplifié jusqu'en juin 2021. Donc, la mesure a été poussée jusqu'en juin, qui est identique à la subvention salariale d'urgence. Contrairement à l'autre mesure, elle va être offerte directement aux locataires, mais elle va soutenir aussi les propriétaires. Donc, plus nécessairement de passer par le propriétaire pour dire est-ce que tu peux m'inscrire ou est-ce que je peux me qualifier. Elle va être directement versée aux locataires. Et elle va soutenir les entreprises, les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif qui ont subi une baisse de revenus. Et ils vont subventionner jusqu'à 65 des dépenses admissibles en loyer et en intérêt pour l'instant, prévu jusqu'au 19 décembre 2020, un peu comme la subvention salariale. Mais on va avoir, la mesure va se poursuivre jusqu'en juin 2021. Est-ce que ça va être les mêmes taux de subvention? Ce n'est pas défini, mais pour l'instant, jusqu'en décembre 2020, c'est 65 Donc, la SQLC, la AUCLC se terminait en fin septembre, alors qu'à partir du 27 septembre, c'est la SQLC qui va prendre la relève en ce qui a trait aux dépenses de loyer. Donc, en plus de ça, on a un peu calqué la mesure de la subvention complémentaire au fin de la subvention salariale. Donc, il va y avoir également une subvention complémentaire de 25 qui va être en prime de celle qui était à 65 Donc, et ça va être ceux qui ont fermé temporairement en raison d'une ordonnance de la santé publique, donc principalement ceux dans les zones rouges qui ont fermé. Donc, la SQLC va pouvoir couvrir jusqu'à 90 des dépenses admissibles. Donc, l'approche devrait être semblable à celle de la SSUC et ça va être versé par l'entremise de l'ARC directement. Et non pas, ça va être eux et non pas ce qui était géré plus par la SCHL auparavant. Donc, le programme PAC, qui est le programme d'action concertée temporaire pour les entreprises, est un programme provincial. C'est un programme qui existait déjà, qui était un financement pour les entreprises du Québec qui sont dans une situation précaire. Donc, on s'incluait les OSBL, coopératives et les OB qui réalisaient des activités commerciales. L'entreprise devait démontrer que sa structure financière permettait une perspective de rentabilité. Donc, ce n'était pas nécessairement dire qu'on était dans la difficulté, mais qu'on était en mesure de reprendre nos activités. Et on devait démontrer que les problèmes de liquidité étaient temporaires et qui étaient reliés soit à un problème d'approvisionnement en matières premières ou une impossibilité de rendre notre service ou de livrer le produit. Donc, c'était une mesure auparavant qu'en mai, on n'avait pas accès là-dessus parce que c'était plus un prêt, c'était du financement. Donc, c'est sûr que les gens cherchent plus des subventions. Donc, ici, on va voir pourquoi cette mesure-là prend plus d'importance. Et surtout ceux qui sont situés en zone rouge ou ont été affectés par une fermeture. Donc, c'est les entreprises que j'ai listées ici, les auberges de jeunesse, arcades, bars, discothèques, bibliothèques, cinéma, musées, salles de spectacle, salles de réception. Donc, sous ces mesures-là, elles vont être admissibles à la mesure que je vais parler subséquemment. Ça, François, tu peux le passer. Donc, le financement, c'était quoi? C'est un financement sous forme de garantie de prêt ou un prêt d'investissement Québec. Donc, le montant minimal de l'intervention financière était de 50 000, excepté pour l'industrie du tourisme qui était beaucoup plus élevé et puis il n'y avait pas de plafond fixé. Ça excluait le refinancement et ça permettait de soutenir le fonds de roulement de l'entreprise. Donc, c'était le but du prêt en question. Tu peux changer, François. Okay, parfait. Donc, ce qui a été bonifié, ce qui devient intéressant un peu à parler, c'est ceux qui sont affectés, qui sont dans la liste
en zone rouge et affecté par une fermeture, c'est que là, il va y avoir un moratoire sur le remboursement du capital pour un maximal de 12 mois. L'amortissement après le moratoire va aller jusqu'à 36 mois. Et techniquement, ce qui est très important, c'est qu'on va être admissible à un pardon de prêt. Donc, qui va prendre effet après le moratoire, qui peut correspondre jusqu'à 80 des dépenses admissibles en lien avec la location ou la propriété de l'immeuble. Et ça va être jusqu'à concurrence de 15 000 par mois durant la période de fermeture. Donc, ce qui est beaucoup plus intéressant dans ce programme-là, ce qu'il était auparavant, c'est l'aspect pardon de prêt pour les entreprises qui sont visées par la zone rouge. Les dépenses admissibles au pardon sont les taxes municipales, le loyer, les intérêts, les frais reliés aux services publics, l'électricité, les assurances, frais de télécommunication, permis et frais d'association. Donc, c'est très important. Et les financements accordés visent les besoins à compter du 1er octobre. Donc, et c'est ceux qui ont été visés par un arrêt ministériel d'au moins 10 jours. Donc, tous ceux qui ont été dans la zone rouge, nécessairement, ont respecté cette condition-là. Donc, pour ce qui est de l'autre programme, qui est le POPE, c'est un programme qui vise les petites et moyennes entreprises. Donc, contrairement à l'autre programme, c'est un programme qui vise des montants de liquidité inférieurs à 50 000. Donc, c'est toute entreprise de tous les secteurs étaient visés. Donc, les entreprises d'économie sociale, donc les organismes de bienfaisance, les organismes sans but lucratif. Pour être admissible, il faut être en activité au Québec depuis au moins 1 an, être fermé temporairement ou susceptible de fermer ou montrer des signes d'avant-coureur de fermeture. Il faut être dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ces activités et il faut démontrer un lien de cause à effet avec les problèmes financiers ou opérationnels et la COVID-19. Donc, il faut clairement démontrer que notre baisse de revenus est liée à la COVID-19 dans un cas comme ça. Donc, le financement porte sur les besoins de liquidité. Il devra aussi permettre un peu comme le pacte, donc que les liquidités sont causées par une impossibilité de la capacité de livrer nos produits ou une incapacité à s'approvisionner pour livrer ces produits-là. Donc, l'aide accordée prend la forme d'un prêt pouvant atteindre jusqu'à 50 000 $. Donc, c'est administré à le même programme, le pacte, là, puis administré par Revenu Québec. Donc, ce qui est important ici, c'est que ça s'applique aux prêts accordés dans le cadre du programme Aide d'urgence aux petites entreprises. C'est équivalent à certains frais fixes. Donc, c'est une aide qui est non remboursable, donc une pardon de prêt, autrement dit, qui va couvrir les mêmes dépenses que j'exprimais plus tôt, donc les taxes municipales, le loyer, les intérêts, les frais liés aux services publics, les assurances. Donc, c'est le même programme que le PAC, mais qui est plus ciblé pour les petites entreprises. Donc, le pardon de prêt pourra atteindre 80 des frais admissibles et jusqu'à 15 000 $ par mois de fermeture. Pour être admissible, les établissements vont être situés dans zone rouge ou être visés par un arrêt ministériel de fermeture d'au moins 10 jours durant le mois. Donc, ça fait le tour des autres mesures. Donc, il nous reste à peu près une dizaine de minutes pour prendre vos questions. Donc, je vais lire les questions si ça ne te dérange pas, François. Et je vais, si c'est toi qui est visé, je te fais signe. Donc, la première question est effectivement pour toi, François. Est-ce que les revenus des subventions accordées aux fédérations pour son fonctionnement général PSFSQ est inclus? Je pourrais vérifier la subvention de qui elle provient, parce qu'effectivement, c'est une subvention qui est accordée par un ministère, un gouvernement, pour le fonctionnement général. Donc, oui, moi, je considère ça comme une subvention parce qu'on ne rend pas un service au gouvernement à ce moment-là. Donc, ça pourrait être une subvention qu'on pourrait faire le choix d'exclure de nos calculs de revenus admissibles. Parfait. Est-ce que pour le montant du REER versé aux employés est-il inclus dans la rémunération admissible? Oui, c'est une bonne question. Pour le REER, en fait, quand on verse un REER aux employés, le ministère a mentionné que ça va dépendre un petit peu quand c'est un REER collectif. C'est sûr que c'est un REER qui n'est pas collectif, ça va être directement à l'employé, c'est correct, mais dans un REER collectif,
Si jamais le montant est versé au nom de l'employé dans le REER et que le montant est immobilisé, donc l'employé ne peut pas le retirer du régime, à ce moment-là, le ministère considère que ce n'est pas un avantage monétaire. Alors que si l'employé peut, dans le cadre du régime, faire des retraits, comme il veut, dans le fond, de son REER, du REER collectif, à ce moment-là, on va pouvoir le considérer parce que l'employé a la liberté de le sortir. Donc, ils vont le considérer comme un avantage monétaire. Parfait. Donc, pour la SSUC, encore une fois, est-ce que les employés qui sont payés sans travailler, est-ce que ça inclut les vacances payées? Non, quand on parle tantôt là, des employés en congé payé, ce n'est pas ceux qui sont en vacances. C'est vraiment des employés qui seraient normalement en train de travailler, puis qui, s'ils n'étaient pas en congé payé, ils travailleraient pour l'entreprise, donc qui ne sont pas dans leur banque de vacances ou non plus dans une banque de maladie. Il faut vraiment que ce serait un employé qui serait prêt à travailler sans des vacances. Exactement. De toute façon, un employé qui est en vacances, il est considéré encore actif, c'est qu'il prend ses vacances. Donc, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est à la maison et qui travaille, qui ne travaille pas, en fait. Donc, bonjour, je me souviens d'avoir rempli une attestation RC 661 lors de mes demandes SSUC. Est-ce que c'est automatique lorsqu'on fait chaque demande? En fait, le formulaire RC 661, il n'est pas inclus quand on va sur le site de l'ARC, qu'on fait la demande de subvention. Ce n'est pas inclus dans les documents, dans le fond, quand on remplit la demande. Il faut vraiment aller chercher sur le site de l'Agence du revenu du Canada. C'est un formulaire qu'on va chercher à part et qu'on garde avec nous, dans nos documentations, mais qu'on ne fournit pas à l'ARC immédiatement. On peut juste le conserver en cas de demande. Parfait. Où trouve-t-on les informations pour le prêt de 20 000? Normalement, les prêts étaient gérés par les banques eux-mêmes. Donc, normalement, et j'ai été voir, puis ce n'est pas tous les institutions financières qui ont mis à jour leur site là, par rapport à cette question-là, mais ça devrait tarder. Mais normalement, vous faites affaire avec votre institution financière, puis c'est là qu'il va avoir les informations. Donc, quelle est la date limite pour faire le nouveau prêt? Pour l'instant, on n'a pas l'information. Je ne sais pas jusqu'à quand cette date limite-là va arriver. Donc, ça, je pourrais peut-être vous en revenir si j'ai l'information. Là, j'ai une question. Le provincial va payer sa part quand? Malheureusement, il faudra peut-être préciser la question, qu'on parle de quelle mesure exactement. Je ne sais pas si François, tu as une idée, là, mais pour l'instant, je vais peut-être passer à l'autre question. Est-ce que le PACME existe? Est-ce que les camps de vacances en font partie? Malheureusement aussi, je voudrais bien répondre à la question, mais en font partie de quelle mesure? Il faudrait juste préciser, s'il vous plaît. Là. Je ne pourrais pas répondre à la question. Si on fait partie du dernier programme, normalement, toutes les entreprises devraient y faire partie là, pour le POUM, mais pour le PAC, normalement, la liste, elle était bien identifiée. Là, fait que normalement, elle ne devrait pas faire partie. Donc, est-ce que le PACME existe encore? La réponse est non, parce que le budget a été atteint très rapidement. Donc, je parle au mois de mai, là, le 100 millions de dollars qui était disponible a été atteint assez rapidement par les entreprises. Donc, c'est le premier arrivé, premier servi. Donc, normalement, il n'y a plus de... Il n'y a plus de programme à ce niveau-là. Pour le compte d'urgence, quand on parle de dépenses opérationnelles, est-ce qu'on peut inclure les dépenses salariales ou non? Normalement, les dépenses opérationnelles devraient inclure les dépenses salariales. Donc, oui, la réponse est oui. J'essaie de voir. Est-ce qu'un avantage imposable comme celui d'un loyer est considéré comme une rémunération, François? Encore une fois, l'avantage imposable, ça va dépendre s'il est versé à l'employé. Donc, si on versait, par exemple, un montant, une allocation, je vous dis n'importe quoi, de 2 000 $ par mois pour qu'il puisse payer son loyer. Donc, oui, ça va être considéré comme une rémunération, un avantage imposable monétaire. Par contre, si on payait, si on était propriétaire d'un condo, l'organisme était propriétaire, ou payer directement le loyer à un tiers, puis là, on fournissait ce logement-là. Ici, j'aurais moins tendance à dire que c'est un avantage imposable admissible.
Donc, merci François. Est-ce qu'il y a une date limite pour présenter une demande au PAU-PME? Pour l'instant, le programme est très récent. Je n'ai pas nécessairement vu l'information relativement à la date limite. Donc, présentement, j'aurais tendance à dire qu'il va en avoir une nécessairement, mais pour l'instant, je n'ai pas l'information pour répondre à la question. Est-ce qu'une subvention provenant de Kino Québec, subvention du MEQ? Non. Non à la mission. Je ne sais pas, François, si on faisait référence que ça allait dans les revenus. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut est-ce que ça fait partie des subventions gouvernementales? Donc, le ministère de l'Éducation du Québec. Donc, quand c'est une subvention, il faut encore une fois regarder est-ce que c'est une subvention ou si on va rendre un service ou vendre un bien. Je ne connais pas cette subvention-là précisément, là, fait que je ne peux pas me prononcer, là, mais en général, une subvention qui est versée, mais sans qu'on ait des comptes à rendre au ministère, on pourrait se qualifier, mais on pourrait décider de ne pas le considérer. OK, parfait. Là, j'essaie de lire live les questions, là, ce qui est difficile. J'ai Mme Gravel qui m'a écrit une question, mais là, il faudrait que je remonte un peu pour revoir sur la question complète. Là, fait que je vais peut-être passer à l'autre. Je vais essayer d'arriver à la fin. Là. Quand on parle de zone rouge pour les fermetures, mais que nous sommes un camp de vacances qui ne peut offrir les services, est admissible à la subvention pour le remboursement des dépenses fixes. Donc, comme je mentionnais, il y a deux programmes. Il y a le programme PAC et le programme PAUME. Donc, les deux programmes, le programme PAUME, lui, techniquement, tout le monde est admissible, alors que le programme PAC, il y a une liste très précise là, que François, que vous allez pouvoir voir quand vous allez regarder la présentation. Là. Donc, si on n'est pas dans la zone rouge, c'est qu'on ne peut pas avoir accès au pardon de prêt. Donc, il faut vraiment être visé par la liste. Donc, la liste est quand même exhaustive. Il y a beaucoup de compagnies, beaucoup de types d'entreprises. Mais sinon, c'est un financement standard. Il faudrait probablement se rabattre plus sur le PAO-PME qui, lui, vise plus d'entreprises comme la vôtre, probablement. On a toujours... Merci, bon, le provincial va payer... Bon, le provincial va payer quand sa proportion du 25 loyer commercial? Si vous faites référence à la mesure du provincial par rapport aux propriétaires, donc c'est le propriétaire de l'immeuble qui normalement fait sa demande. Je n'ai pas les délais de paiement, là, mais c'est le propriétaire. Ce n'est pas le locataire qui reçoit cette subvention-là, mais c'est le propriétaire. Donc, à quel moment que ça va être payé, ça, je n'ai pas ce niveau de détail. Pour l'instant, je crois que ça fait le tour des questions. Je n'en vois pas d'autres. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je vais céder la parole à Jean-François. Je crois qu'il y a des questions dans le chat aussi également. Oh, OK, excusez. Exact. Bon. Lorsqu'un employé termine et reçoit son 4 %, ce montant est-il éligible à la subvention salariale d'urgence? Ben oui, en fait, pour les payes là, qui sont des payes régulières qu'on verse, là, fait que le 4 % c'est l'équivalent des vacances finalement. Si on le paye de façon régulière à la fin de l'emploi, il n'y a pas de problème. La seule chose qu'on ne peut pas tenir compte, c'est plus les allocations de retraite. Donc, une somme forfaitaire qu'on verserait à un employé si on ne pourrait pas aller le considérer. J'ai une sous-question ici qui mentionne pour la référence des revenus à la SSUC, si pour les mois de janvier à mars 2020, les revenus sont de zéro, peut-on utiliser ces montants? C'est zéro à chaque année pour ces mois. Ben oui, on peut toujours utiliser la méthode qu'on veut, mais c'est sûr que si janvier et mars étaient à zéro, mais là, je ne pourrais pas avoir de baisse de revenus. Actuellement, c'est le contraire. Quand janvier, février est intéressant, puis qu'on avait eu beaucoup de revenus pendant ces 2 mois-là, c'est là que c'est intéressant de se comparer avec ces 2 mois-là. Mais on peut toujours aller les regarder.
Mais comme je disais tantôt, il faut prendre une des deux méthodes puis la prendre en période 1 à 4, toujours la même, puis après ça, 5 à 10, toujours la même. Puis, j'ai peut-être une dernière question. Les commandites sont-ils des revenus admissibles? Oui, en général, les commandites sont des revenus admissibles qu'il faut considérer parce que ça fait partie des revenus, des activités dans le fond normal de l'organisme, avoir des commandites. Merci. Alors, les gens de chez Raymond Chabot, Grant Thornton sont comme des métronomes. Ils ont respecté tous les paramètres de temps. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai un peu le tournis avec tous les acronymes qu'on a entendus autour de la COVID. Alors, j'en ai noté quelques-uns. En plus de COVID et ARC, on a eu la SSUC, la POME, la PCU, la PAC, la ERM et le RC 661. Alors, moi, ça me donne un peu le tournis, mais merci d'avoir éclairé et démystifié tout ça pour nous. On avait parmi les questions, des questions par rapport à l'enregistrement puis à la présentation. Oui, ça sera disponible sur le site du RLSQ dans les prochaines journées, peut-être dans les prochaines heures selon. Donc, écoutez, merci beaucoup. Peut-être que soit Guylaine ou encore Pascal et François, vous avez quelque chose à ajouter. Mais pour nous, merci beaucoup. Les gens des OSBL apprécient beaucoup votre expertise et la façon dont vous la partagez avec nous. Alors, merci. Bien, merci à tout le monde. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ça fait 30 ans qu'on est partenaire avec le regroupement. On est là pour vous aider. Merci. Bonne fin de soirée. Au revoir. Merci. Bonne fin de soirée.